Aujourd'hui, je parle de sujets sensibles à partir de l'ouvrage de Narvaez et Bradshaw, The Evolved Nest, ou le nid évolué. Je suis Elisabeth Dufresne et bienvenue à Les Émergents. Allô tout le monde! J'ai eu peur de ne pas pouvoir vous retrouver cette semaine, fait que je suis vraiment contente d'être là. Parce qu'on a eu une panne d'électricité générale dans la région. Donc, qui dit panne d'électricité dit panne d'Internet. Et c'est vraiment dans ces moments-là qu'on réalise toute l'importance de notre village pour créer de la résilience. Chez nous, on vit dans une petite maison, puis il y a un puits pour avoir accès à l'eau. Donc, ce puits-là fonctionne avec une pompe électrique. Donc, plus d'eau, plus de chauffage. Et c'était une neige très, très lourde, très humide. Donc, les branches des arbres étaient remplies et ont vraiment tout enseveli comme les voitures, les escaliers de la maison. C'était vraiment beau de voir tout le monde s'entraider à déblayer, voir les gens sortir de leur maison pour venir jaser de la situation. J'ai des voisins qui m'ont offert de faire fondre la neige sur leur poêle à bois pour être capable d'au moins flusher ma toilette. Une autre voisine avait une cruche d'eau potable à partager aux besoins. Et il y avait aussi mes fabuleux vivaces de voisins, Vincent et Marie-Claude, que vous connaissez peut-être si vous me suivez sur les réseaux. Et donc, on s'est parlé et on a décidé de se retrouver dans un petit café du coin qui a Internet pour travailler sur nos projets respectifs. Puis là-bas, justement, il n'y avait pas d'électricité nulle part. Fait qu'on a croisé d'autres amis, la voisine, le boulanger. C'était chouette. Ouais, c'est ça, juste cette sensation-là qu'on n'est pas toute seule à vivre ça. Puis, et ce soir-là, c'était la pleine lune de novembre, qui éclaire particulièrement fort dans le ciel. C'était vraiment beau, toute la symbolique de voir qu'il n'y avait plus d'électricité. Donc, la seule source de lumière, c'était cette lune-là qui rayonnait. Et on marchait dans le village sous cette lune-là. J'ai croisé un couple d'amis qui marchaient avec leur petit bébé puis qui nous ont invités à venir nous réchauffer à côté du poêle à bois, à venir partager une bonne soupe. Fait que j'arrive chez eux, à l'intérieur, il y a Pétinia, leur petite fille de 3 ans, qui m'accueille avec le gros sourire, une lampe frontale. Elle me montre toutes les bougies allumées sur la table. Elle est vraiment toute fière de sa collection, là. Puis là, on se retrouve ensemble pour partager une bonne soupe chaude, puis des toasts grillés sur le poêle à bois. Il y a le petit bébé Sonny qui est tout nu, tellement qu'il fait chaud. Maman qui l'allaite en jasant. Puis on finit par jouer toute la gang à cache-cache dans le noir avec les enfants dans toute la maison. Fait que plus que jamais, je suis vraiment heureuse de ne plus être isolée dans mon petit condo de Montréal. Cette journée-là, sans électricité, nous a vraiment aidé à revenir à l'essentiel et à se poser davantage. Et le livre dont je vais te parler aujourd'hui met justement l'accent sur l'importance qu'on devrait accorder au fait d'être solidaire puis d'être ensemble. J'ai découvert ce livre-là grâce à une auditrice qui m'a écrit pour me demander si je connaissais le travail de Darshan Narvaez. Et je dois dire qu'après avoir jeté un bref coup d'œil, j'étais déjà absolument emballée parce que je lisais. Et j'ai commandé sur le champ son dernier ouvrage, The Evolved Nest, donc Nature's Way of Raising Children and Creating Connected Communities. Le livre n'est pas traduit en français. Alors, si jamais vous ne lisez pas l'anglais, je pense que l'épisode sera justement l'opportunité au moins d'en saisir un petit peu l'essence.
Donc, Darsha Narvaez, c'est une professeure de psychologie qui a développé une théorie qui met l'accent sur la façon dont on va développer notre humanité et notre moralité. Et elle avance que nous sommes co-construits par nos familles et nos expériences. Donc, la théorie de Narvaez, appelée The Evolvedness, donc le nid évolué, va mettre en avant l'idée que l'évolution humaine a façonné un certain ensemble d'environnements sociaux et familiaux qui vont favoriser le développement optimal de l'être humain. Elle va, entre autres, mettre beaucoup l'accent sur l'épigénétique. L'épigénétique, c'est un domaine de biologie qui étudie les modifications de l'activité génique qui ne seraient pas causées par des changements dans la séquence d'ADN elle-même. Donc, en d'autres termes, l'épigénétique va examiner comment certaines informations génétiques sont activées ou désactivées sans altérer la structure fondamentale de l'ADN. Fait que les modifications épigénétiques vont influencer la manière dont les gènes vont s'exprimer. Et ces modifications-là vont être influencées par des facteurs environnementaux, des expériences de vie et même certains héritages de génération en génération. Fait que pour simplifier un petit peu, il faut imaginer que l'ADN, c'est un peu comme une bibliothèque pleine de livres qui seraient donc les gènes. Et dans ces gènes-là, il y a toutes sortes d'instructions pour construire puis faire fonctionner notre corps. Et donc, dans ces livres-là, il y a des recettes, mais ces recettes-là ne sont pas toujours utilisées de la même façon. Et l'épigénétique, c'est un petit peu comme une bibliothécaire qui déciderait quel livre doit être accessible et lesquels doivent être rangés sur une étagère plus haute, par exemple, moins accessible. Donc, ça ne change pas le contenu des livres, mais ça influence la disponibilité de l'information. Si on imagine, par exemple, des jumeaux identiques qui partagent le même ADN de base, au fil du temps, en raison de différentes expériences de vie, l'expression de leurs gènes va changer. Un jumeau qui fume, par exemple, pourrait avoir certains gènes liés à la santé pulmonaire qui sont éteints ou moins actifs que chez son jumeau non-fumeur. Donc, ça ne change pas leur ADN de base, mais ça influence la manière dont leur corps réagit aux expériences de la vie. Donc, Narvaez, ce qu'elle a identifié, c'est les différentes expériences de soins qu'on va recevoir en tant qu'enfant, puis les différents environnements qui vont venir influencer positivement, je dirais, l'expression de nos gènes. Avant de plonger, j'aimerais vraiment ça mettre quelque chose au clair. Ce que Darsha met de l'avant comme objectif de soins puis d'environnement pour l'enfant peut parfois être sincèrement difficile à atteindre dans le contexte d'aujourd'hui. Ce qu'elle va proposer dans le livre puis dans sa théorie, c'est parfois, et je dirais même très, très souvent, loin de ce qu'on a pu nous-mêmes expérimenter comme enfants. Alors, le but ici, ce n'est pas de dire « voici ce que tu devrais faire pour être un bon parent ». En même temps, l'idée, c'est pas non plus de tomber dans le pôle inverse en affirmant que toutes les pratiques parentales s'équivaut et qu'elles sont bonnes pour l'enfant. Vous me suivez? Je pense que ces pratiques-là, mises de l'avant par l'autrice, devraient être vues comme un objectif duquel se rapprocher de génération en génération. Et si personne n'ose commencer à parler de ces pratiques-là, je crains que l'on reste éloigné de ce qu'on va appeler le continuum naturel encore longtemps. Je pense que le chaos qu'on expérimente intérieurement par les différentes crises de santé mentale et extérieurement par les différentes crises environnementales sont dus pour rester si on ne fait pas ce travail de conscience-là. La culpabilité est ressentie quand on constate que nos pratiques éducatives ne sont pas accordées aux réels besoins des enfants. Ce n'est pas nécessairement une mauvaise chose. Je sais que c'est une opinion qui n'est pas beaucoup partagée. On a beaucoup plus tendance à entendre parler de la culpabilité comme quelque chose de vraiment mauvais, qu'il faut enlever cette pression-là sur les parents, sur les femmes.
Je ne suis pas tout à fait à cet endroit-là grâce à mon mentor Gordon Neufeld qui va expliquer que la culpabilité, c'est justement le signe qu'on est alpha. Hein? Si vous avez écouté les épisodes précédents, qu'on prend pleinement toute la responsabilité de nos enfants. Parce que c'est justement la culpabilité qui nous fait bouger vers ce qui est mieux pour notre clan. Donc la culpabilité, elle vient, elle part en respectant un cycle qui va nous permettre de nous réajuster constamment. Donc si tu ressens de la culpabilité parfois à l'écoute du podcast, c'est peut-être simplement le signe que tu te poses des bonnes questions, que tu te remets en question, que tu te soucies du bien-être de tes enfants. L'idée, par contre, c'est surtout pas de rester coincé dans cette culpabilité-là, on s'entend. C'est de parler, de s'entourer, de s'informer et de retrouver sa confiance en tant que parent ou qu'éducateur à travers ce cheminement-là puis ces ressentis-là. Alors, rentrons dans le vif du sujet. Dans l'approche développementale, qui est l'approche dans laquelle je me forme actuellement avec Dr. Neufeld, il y a une prémisse de base super importante. On va supposer qu'il y aurait un certain ordre dans l'univers. Puis que lorsqu'on rencontre un trouble, c'est qu'il y a eu un désordre à quelque part dans cet ordre naturel des choses. Donc, c'est une approche qui fait immensément confiance en la nature. La nature a ses raisons. La question, c'est donc de se demander quelle est la séquence qui fait en sorte qu'un humain se développe en harmonie. Et dans le livre The Evolved Nest, les psychologues, donc Darcia Narvaez et Gay Bradshaw, vont nous présenter le système écologique de soins de plusieurs animaux pour nous inspirer à réexaminer nos propres systèmes d'éducation afin de restaurer le bien-être dans nos familles et nos communautés. Donc, chacun des 10 chapitres va explorer le modèle parental d'un animal différent, partageant donc des adaptations spécifiques à l'espèce qui permettent à chacun de s'épanouir dans ce qu'ils vont appeler des nids évolués. Le nid évolué ou la niche de développement évolué, c'est le système écologique de soins fourni par les familles, les enseignants, les communautés, qui s'aligne sur le calendrier de maturation de l'enfant, donc cette séquence naturelle-là dont je parlais, pour satisfaire les besoins des nourrissons et des enfants, leur permettant de s'épanouir. Fait que le livre est composé de faits scientifiques vraiment captivants. J'étais abasourdie par certains faits. Il y a de l'enseignement tiré de la neuroscience, de la psychologie, de la biologie évolutionniste. C'est un livre extrêmement bien étayé. On parle d'environ une 50aine de pages de références à la fin. Et ce livre-là va vraiment nous aider à approfondir notre compréhension des besoins du mammifère et donc de nos besoins à nous. Parce que, ben oui, on est des animaux. L'idée du livre, c'est vraiment d'apprendre à rétablir notre connexion innée avec le monde naturel, en plaidant en faveur de ce qu'on pourrait appeler une écologie de la vie. Donc, une écologie de la vie qui favoriserait notre épanouissement en harmonie avec la nature. Narvaez va avancer qu'on n'a pas nécessairement besoin de mener des études approfondies sur ce qui va conduire à l'épanouissement humain parce que l'évolution elle-même a fait des expériences sur des millions d'années qui ont fourni les bases de l'éducation des enfants et de l'épanouissement de l'humanité. Donc, l'évolution a fourni un parcours qui est vraiment axé sur le bien-être. Quand je parle de ça, c'est les dispositifs naturels qui ont été mis en place pour nous permettre d'élever les enfants. Et pourtant, quand on observe la manière commune d'élever nos enfants en Amérique, on peut dire que les enfants vont vraiment traverser aujourd'hui un parcours plutôt décalé de ça et assez traumatisant. Donc, je le répète, on est des mammifères, mais on est des mammifères sociaux. C'est une lignée qui est apparue il y a 20 à 40 millions d'années. Et ce qui est intéressant de comprendre, c'est qu'on conserve de nombreuses caractéristiques cérébrales et besoins fondamentaux des mammifères sociaux en général. Et le livre va nous aider justement à identifier ces besoins animaux-là, entre guillemets, qui nous habitent encore.
L'autrice va nous expliquer qu'il est particulièrement important de satisfaire les besoins fondamentaux dès le début de la vie, parce que c'est là que le cerveau et le corps sont en construction. Et ça, je trouve que ça fait beaucoup de sens, puis ça fait vraiment du bien de se le faire répéter. J'en ai déjà parlé dans un épisode précédent, mais les humains ont évolué pour avoir les nouveau-nés avec le calendrier de maturation le plus long de tous les animaux. Et donc, tous les mammifères sociaux sont vulnérables aux conséquences néfastes d'une mauvaise éducation, je pourrais dire. Mais les enfants humains sont particulièrement vulnérables à ça. Pour vous donner un exemple, les enfants humains ressemblent aux fœtus d'autres animaux jusqu'à environ 18 mois après la naissance. Ils ont beaucoup à développer et ils ont besoin de s'auto-organiser sur la base de leurs expériences. Donc, les enfants humains nés à terme là, vont naître avec seulement 25% du volume cérébral d'un adulte. Fait que le cerveau, il va tripler sa taille au cours des 2 premières années grâce à des soins qui vont être attentifs, alors que la taille et la fonction du cerveau n'augmentent pas en taille ou en complexité en cas de négligence. Et ça, on l'entend souvent, ce discours-là de dire tout se passe dans les 2 premières années. Mais on comprend mieux quand on se base sur ce fait scientifique-là, je trouve. Donc, à travers les 10 chapitres du livre, on va nous parler d'abord de la façon dont la femelle ours va déterminer si oui ou non elle va enfanter. On va nous parler de collaboration active entre les éléphants. On nous parle de l'importance de l'allaitement en nous révélant les pratiques du cachalot. On nous parle du partage des soins entre les manchots empereurs, de l'importance du jeu libre autodirigé chez les castors, de l'importance du toucher chez les Amazones, du développement de l'intelligence émotionnelle des pieuvres, de l'engagement moral des loups. Donc, à travers cette exploration-là, Darsha fait ressortir 9 composantes qu'elle considère être notre nid évolué à nous, les humains. Dans le cadre du balado, plutôt que de focusser sur les animaux, j'ai décidé de vous partager surtout les 9 composantes relevées par Darsha parce que je pense que le but de mes explorations de livres, c'est que vous puissiez goûter à l'essence de différents ouvrages pour apporter ça dans votre expérience de parent ou d'éducateur. Alors, je vous invite quand même à lire le livre parce que c'est vraiment fascinant d'en connaître plus sur ces animaux-là. Mais ici, on va vraiment se concentrer sur les 9 composantes. Alors aujourd'hui, on va effleurer les 9 composantes du nid évolué que Darsha Narvaez va proposer. Mais je vous invite à voir cet épisode-ci vraiment comme une entrée. Une entrée qui va vous permettre, je vous l'annonce en primeur, de savoir ce qui s'en vient pour vous dans les prochains mois. Parce que je vais faire 9 épisodes pour décortiquer les 9 composantes. Alors, un épisode égale une composante. Et pour certains épisodes, je vais recevoir des spécialistes extraordinaires. Et c'est donc ici que je vous annonce que je vais prendre une petite pause durant le temps des fêtes. Donc, 4 semaines de congé sans podcast, 1 mois complet, où je vais prendre le temps d'organiser la suite, donc la série du nid évolué. Et je vais aussi passer un peu de temps avec les miens en famille pour me déposer. Donc, il y aura un épisode de Noël qui viendra dans 2 semaines et ensuite, on prend une petite pause pour se retrouver en force en 2024. Ce sont des sujets sensibles, ce sont des sujets qui méritent énormément de nuances et je trouve que de ne pas prendre le temps de décortiquer et de nous offrir l'espace, d'aller en profondeur dans ces sujets-là, c'est inconcevable. Donc, c'est la façon que j'ai trouvé de pouvoir honorer finalement ces sujets extraordinairement intéressants, mais extraordinairement complexes également. Donc, si vous sentez à l'écoute de l'épisode une petite frustration de ne pas aller plus loin dans les sujets, inquiétez-vous pas, c'est vraiment simplement le menu que je vous déroule avant qu'on puisse goûter au plat principal dans les prochains mois. Alors, ces fameuses 9 composantes identifiées par Narvaez,
et son acolyte Bradshaw sont les suivants. Je vous rappelle amicalement que ces 9 composantes-là, ça se peut qu'elles viennent chatouiller votre culpabilité. C'est possible que de tout votre cœur, de toute votre âme, vous ayez eu envie d'offrir ça à votre enfant, mais que ça n'ait pas été possible. OK? Et je pense que de plus en plus, on a tendance à vouloir se taire pour éviter aux autres de ressentir des émotions inconfortables. Et moi, j'ai pas envie de rentrer là-dedans parce que je pense que vous êtes capable, en tant qu'auditeur, qu'auditrice, de faire la part des choses, de prendre en responsabilité ce que ça vous fait ressentir, ce que je vous nomme. Moi, j'ai envie d'être intègre avec vous, j'ai envie de vous parler de ce que je pense réellement. Toujours avec des pincettes, hein? Je vous rappelle, c'est une réflexion. Je ne suis pas mère moi-même, comme vous le savez. Je suis éducatrice, oui, je travaille avec les enfants, mais cette expérience-là de mettre au monde un petit bébé qui vient de mes entrailles, je ne l'ai pas vécu. OK? Donc, douceur envers nous-mêmes à l'écoute de ces 9 composantes et en même temps, ouverture. Ouverture à voir comment ça pourrait être possible de normaliser, de faciliter la voie vers ces composantes-là. Donc, la première composante fait tellement de sens et c'est concernant notre arrivée sur Terre et c'est donc une expérience périnatale qui serait apaisante. Ça fait vraiment du sens de penser que notre entrée dans ce monde a un impact sur notre développement puis sur notre bien-être. Il y a une surmédicalisation des naissances qui nous a coupés en tant que femmes de ce processus intuitif, sécuritaire, j'ai envie de dire, qu'est la naissance. Et si c'est un sujet qui vous interpelle, je vous recommande chaudement le livre « Le bébé est un mammifère » de Michel Audin. Moi, ça a vraiment transformé, en fait, ma vision de la naissance à tout jamais. J'ai jamais accouché moi-même, mais je dirais que mon niveau d'anxiété par rapport à cet événement-là a tellement baissé. Il y a même une excitation, une envie de vivre ce moment-là qui est apparue depuis que j'ai lu le livre. Donc, je vous le recommande. Et j'ai envie de vous recommander le podcast de mon amie Charlotte Fortier, donc Enfanter l'évolution. Je salue Charlotte, avec qui j'étais hier soir. On a partagé un repas avec des amis. Et c'est une femme qui porte justement ce désir-là qu'on revienne vers des enfantements qui sont autonomes, qui sont libres, qui sont davantage alignés justement avec ce continuum naturel-là. Donc, je vous invite fortement à aller écouter. La deuxième composante, c'est l'allaitement sur demande et l'allaitement qui va se produire pendant plusieurs années. Et là, bien sûr, je vois déjà ma boîte de messages se remplir d'auditrices qui pourraient m'écrire pour me dire que l'allaitement ne fonctionne pas pour tout le monde, que c'est très douloureux pour certaines femmes. Donc, je le répète encore, il y a plein de raisons qui font que les composantes du nid évolué de Darsha sont difficiles aujourd'hui à incarner dans certains cas. En même temps, j'ai pas envie de faire comme si l'allaitement maternel, ce n'était pas si important que ça et qu'un bébé pourrait très bien s'en passer sans réelles répercussions. C'est important pour moi de reconnaître en fait l'aspect grandiose de l'allaitement. J'ai été émerveillée par tout ce que j'ai pu lire dans le livre. Il y a des faits scientifiques qui sont absolument captivants, comme je le disais il y a quelques minutes. Et ma compréhension, c'est qu'il y a différentes choses qui peuvent être mises en place afin de faciliter un peu ce processus-là et d'ajouter du confort pour la femme et le bébé.
il y a beaucoup de femmes qui sont étonnées de constater que c'est beaucoup moins instinctif que ce qu'elles pensaient. Donc, ça ne semble pas nécessairement être une mince affaire pour tout le monde. En même temps, comme je vous le disais, moi, j'ai vraiment envie de m'en tenir à nommer ce que Darsha met de l'avant. Donc, elle, dans sa vision et selon ses recherches, ce serait important de donner le sein à la demande. Donc, en étant vraiment à l'écoute des signaux du bébé. Parce qu'il y a beaucoup de parents qui vont donner le sein en respectant un horaire et en faisant fi un peu des demandes du bébé. Tandis que Darsha, elle va nommer que c'est important, que c'est ça qui va, entre autres, démontrer à notre bébé qu'on est réactif face à ses demandes. C'est ça qui va créer l'attachement entre la mère et l'enfant, par exemple, et qui va également aider le bébé à éviter la prolifération d'hormones de stress dans son corps. Donc, le fait d'éviter de faire attendre le bébé peut contribuer à cette détente-là. Un autre point touché par rapport à l'allaitement, bien sûr, c'est le nombre de temps durant lequel on devrait allaiter. Je pense encore une fois qu'il pourrait y avoir toutes sortes de discussions tellement intéressantes à avoir sur le sujet. Elle, de son côté, elle va recommander d'allaiter pendant au moins 1 an, sinon jusqu'à 4-5 ans, comme plusieurs sociétés traditionnelles. Le lait des mammifères, il est spécifique à chacune des plus de 4000 espèces de mammifères. Alors, le lait maternel de l'humain est de type plutôt fin. Il y a des types plutôt épais, mais nous, c'est un lait qui est fin. Donc ça, ce serait lié à une ingestion qui est plus fréquente, au moins une tétée en moyenne à tous les 20 minutes pour les nourrissons, qu'auraient enregistré certains anthropologues. Dans le contexte ancestral, l'allaitement se déroulait en moyenne entre 2 et 5 ans. Donc le sevrage, là, il se faisait à 4 ans en moyenne. Ces tendances-là sont encore évidentes aujourd'hui chez les populations autochtones qui sont peu influencées par les cultures extérieures. Le système immunitaire de l'humain deviendrait mature environ vers 6-7 ans. C'est vraiment à ce moment-là aussi qu'il y aurait une grande partie du cerveau qui serait achevée. Et c'est pour ça que, selon Darsha, on devrait poursuivre l'allaitement très longtemps. On s'entend, moi c'est rare, je pense que j'ai jamais vu ça dans mon entourage, quelqu'un qui a allaité jusqu'à 6-7 ans. 4 ans, je l'ai vu quand même fréquemment, mais ça reste parce que je suis dans des milieux alternatifs. Donc l'idée ici, c'est vraiment juste de s'ouvrir à réfléchir puis de voir, OK, est-ce que notre rapport à cette pratique-là est totalement éclairé, j'ai envie de dire. Même si je le constate, ça semble être très demandant énergétiquement pour la mère et la femme d'aujourd'hui, j'ai envie de dire. La troisième composante, c'est le toucher positif en mouvement. Donc, j'ai trouvé ça intéressant, l'aspect mouvement qu'elle ajoute à l'importance du toucher. Et donc, l'idée de porter bébé le plus souvent possible. Et ici, je ne peux que penser à mes amies Marie-Claude et Vincent qui vivent sans poussette avec leur bébé. Bien sûr, là, leur petit coco Marc-Aurèle est rendu à 2 ans, bientôt 2 ans et demi. Ils n'ont, je crois, jamais utilisé de poussette. Donc, faut le faire. C'est sûr qu'on a un seul enfant, c'est un petit peu plus facilitant. Mais donc, c'est justement l'importance de rester en contact fréquent avec l'enfant. Darsha, elle est quand même assez radicale. Elle va dire qu'on devrait rester physiquement proche des bébés 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Et donc, oui, un autre point touché, elle parle de cododo, donc l'importance de dormir avec son enfant, plus particulièrement son bébé. Et à travers cette expérience-là, elle note également l'importance de pratiquer le contact peau à peau autant que possible. Je me retiens fort pour ne pas développer plus ce point-là parce que j'en ai beaucoup parlé dernièrement.
clairement, il va falloir qu'on fasse un épisode sur le cododo éventuellement. Il y a des beaux liens à faire aussi avec l'attachement. Encore plein de belles nuances à ajouter. Mais pour respecter mon objectif de ne pas déborder trop dans la durée du balado, je vais m'en tenir ici. Prochaine composante. Enfin, je pense que c'est une composante qui va faire l'unanimité et c'est l'importance d'un climat positif, d'une communauté de soutien qui serait accueillante pour la mère et le bébé. On peut parler, par exemple, d'une forme d'ALT. Hein? On en entend de plus en plus parler où les mères peuvent être entourées de d'autres mères qui ont des bébés ou simplement des femmes qui sont disponibles pour entourer la mère et son enfant. C'est une pratique qui est vraiment courante dans les sociétés traditionnelles et on réalise en fait que selon différentes études menées par des anthropologues, les mères humaines ont évolué pour disposer d'un filet de sécurité constitué de d'autres soutiens adultes. Le contact social de soutien il est connu pour avoir une influence positive lors de l'accouchement et de la communication mère-enfant qui est postnatale. Ça semble être particulièrement optimal pour que les enfants puissent s'épanouir et pour que la mère ressente du bien-être. Donc, l'idée ici, c'est vraiment de supporter la famille, le père, la mère, à pouvoir fournir le nid évolué, donc les 9 composantes à l'enfant. La 5e composante, si vous me suivez depuis un petit bout, vous savez, elle est vraiment importante pour moi et c'est l'importance du jeu libre autodirigé. Le jeu devrait être fréquent avec des partenaires de plusieurs âges. Darsha, elle va exprimer l'importance d'essayer de ne pas interférer avec cet instinct naturel de jeu de l'enfant. Et donc, elle encourage les parents, les éducateurs à créer beaucoup d'espace où les bébés, les petits-enfants aussi vont pouvoir explorer sans interférence de la part des adultes. Les jeux dirigés par les adultes, comme les jeux sportifs, par exemple, les activités ludiques un peu plus organisées, ils peuvent avoir une certaine forme d'utilité, mais le jeu libre autodirigé, c'est important de comprendre que c'est différent et que c'est important. Donc, comme on l'a nommé plusieurs fois, les humains sont des mammifères et les jeunes mammifères jouent lorsqu'ils se sentent en sécurité, qu'ils se sentent bien et c'est leur principale façon d'apprendre. Donc, on a beaucoup scindé le concept d'apprentissage et le concept de jeu, mais lorsqu'on observe les mammifères, on réalise que c'est vraiment le dispositif naturel le plus puissant d'apprentissage. Les personnes qui ont peu d'expérience en matière de jeu autonome ont tendance à être plus agressifs et à souffrir d'autres troubles du comportement, a relevé une étude de Vandenberg en 1999. Et on voit un peu plus récemment, là, en 2009, une étude qui a été faite qui démontre que ça abaisserait également les résultats scolaires. Donc, justement, on réalise à quel point, à travers le jeu, l'enfant vient réguler toutes sortes de choses. Et si vous continuez l'aventure avec moi, les émergents, bien entendu, on va revenir encore et encore sur ce dispositif-là merveilleux qu'est le jeu. La 6e composante, eh bien, c'est l'importance d'avoir plusieurs allomères. Et c'est vraiment là où on revient sur la notion de village de soins, donc village d'attachement qui est stable et qui va favoriser la santé. On parle beaucoup d'allomères dans le livre de Darsha Narvaez. Donc, une allomère, dans le monde animal, là, c'est une femelle qui a des comportements maternels envers un jeune qui n'est pas le sien. Donc, ce qu'elle va recommander, c'est de rassembler une communauté de soutien, d'adultes matures, comme on le disait tantôt, oui, pour la mère, mais là, ici, plus particulièrement pour l'enfant. Donc, durant la période de développement cérébral qui est rapide, hein, dans les premières années de vie, les bébés et les jeunes enfants ont vraiment besoin d'une attention qui est rapide pour combler leurs besoins de confort, d'affection, de jeu. C'est vraiment trop pour une seule personne. Alors, notre espèce a développé
justement des villages de soins pour venir s'appuyer là-dedans. Extrêmement difficile de mettre en place un village d'attachement aujourd'hui parce que malgré le fait que biologiquement, c'est ce dont on a besoin, au niveau des valeurs, de nos habitudes aussi, on est beaucoup plus tourné vers l'individualisme. Donc, vraiment tout un défi de pouvoir offrir cette composante-là aux jeunes. La 7e composante, c'est l'importance d'avoir des relations qui sont réactives. Donc, de répondre rapidement aux besoins et aux signaux des bébés. Donc, Darsha, elle va encourager les parents à être très attentifs aux différents signaux des bébés parce que c'est leur façon, en fait, de signaler les besoins. Le contact peau à peau est particulièrement efficace, selon elle, dans les premières heures, jours et mois de la vie pour développer cette sensibilité-là. Elle recommande de réagir avant que le bébé ne soit en train de pleurer parce que c'est vraiment comme ça qu'il va maintenir un éveil qui va être optimal. Les soins réactifs avec des modes de communication co-régulés sont liés à un bon tonus vagal qui est vraiment essentiel pour le bon fonctionnement des systèmes digestifs, cardiaques, respiratoires, immunitaires et émotionnels. Une parentalité qui est non réactive conduirait justement à un mauvais tonus vagal. Narvaez va aussi souligner les pleurs du bébé, en mentionnant le fait que de nos jours, on a tendance à banaliser les pleurs de bébé, de penser que c'est normal qu'un bébé pleure. Eh bien, elle explique que dans notre contexte ancestral, ça n'aurait vraiment pas été prudent. Et selon elle, c'est malheureux, en fait, qu'on ait cette perception erronée-là qui est courante, par exemple, de laisser pleurer les bébés lorsqu'ils s'endorment. Donc, elle va vraiment condamner les pratiques du genre 5, 10, 15. Lorsque les bébés pleurent sans que les parents ne tentent de les réconforter en temps opportun, leur cerveau serait inondé de niveaux élevés d'hormones de stress et potentiellement neurotoxiques tels que le cortisol. J'ai justement l'envie d'inviter une spécialiste du sommeil éventuellement des bébés. Donc, restez à l'affût si jamais c'est un sujet qui vous intéresse. Moi, je pense que c'est absolument fascinant puis on aura beaucoup de plaisir à le décortiquer avec une spécialiste. La 8e composante, je la trouve super intéressante et c'est le lien avec la nature. Donc, c'est l'idée que la nature, elle nous nourrit et lorsqu'on en prend soin, qu'on prend conscience de ça, c'est vraiment une magnifique opportunité de guérir. Donc, elle va nous recommander de suivre les suggestions de Richard Louv dans son livre Vitamine N. Ce n'est pas un ouvrage que j'ai lu personnellement, mais je pense que je vais me le procurer. Donc, l'idée, c'est de choisir des activités en fonction de nos intérêts, de nos capacités et celles de nos enfants, mais qui vont nous permettre de renouer avec la nature. Donc, d'abord, de laisser nos enfants se promener dehors, d'explorer le monde naturel, d'aller dans les parcs locaux si on est en ville, les parcs régionaux, nationaux avec nos enfants, et de leur laisser autant que possible de la liberté. Donc, c'est pour ça que c'est intéressant de mixer la composante du jeu libre avec la composante de la nature. Donc, l'idée ici d'utiliser la nature comme objet de jeu. Notre façon également de parler du reste du monde naturel à nos enfants a un impact. Selon elle, on devrait parler du monde naturel comme un membre de notre communauté, donc autant les végétaux que les animaux. Justement, elle pense que c'est important également d'en apprendre davantage sur les différentes espèces qui nous entourent. Donc, de marcher, d'aller identifier les arbres qu'on a sur notre terrain, les oiseaux, et de l'incarner en tant qu'adulte auprès de nos enfants, c'est vraiment la meilleure façon de transmettre cette valeur-là. L'une des causes connues des crises planétaires auxquelles l'humanité est actuellement confrontée, le réchauffement climatique, l'instabilité climatique, la fonte des glaciers, la pollution toxique, la perte de la biodiversité, c'est le manque de soins envers le reste de la nature et le sentiment de séparation d'avec elle. Donc, notre espèce est une créature de la Terre et elle a évolué avec le reste du monde naturel qui nous préserve. La 9e et dernière composante, c'est les pratiques de guérison.
Donc, les pratiques individuelles et de groupe qui vont réparer un soi qui est blessé ou des relations qui seraient déséquilibrées. J'adore cette composante-là parce que personne n'est parfait. Les humains sont faillibles et il faut qu'on puisse bâtir en s'appuyant sur ce fait-là. On va tous faire des erreurs, quel que soit notre âge. Alors, nécessairement, les parents vont faire des erreurs. Et les enfants vont vivre des années avec des blessures primaires causées par ces erreurs-là. Moi, je souhaite que mon balado, justement, contribue à faire en sorte qu'on réduise ce genre d'erreurs-là non nécessaires, mais de toute façon, il va y en avoir. Donc, pourquoi ne pas d'abord inclure ces pratiques de guérison-là dans notre plan de match, dans notre nid évolué et dans ce qu'on souhaite offrir à nos jeunes? Par exemple, on a tous besoin d'une guérison régulière des émotions qui sont réprimées, comme la colère, la tristesse. Et on le sait que les émotions réprimées vont inhiber notre capacité à être présent envers les autres, y compris à nos enfants. Et donc, je pense que d'inclure ces pratiques de guérison-là dans notre quotidien, c'est absolument nécessaire. Et je pense que trop peu d'entre nous le faisons. Le monde d'aujourd'hui regorge littéralement de différentes pratiques de guérison. Donc, je vous encourage à aller vers ce qui résonne pour vous. Mais je pense vraiment que d'ajouter cette composante-là à notre design de base familiale, c'est vraiment extrêmement précieux. Ce que j'ai beaucoup apprécié, c'est que les autrices vont terminer le livre en nommant que le nid évolué, il n'est pas simplement bon pour les enfants. Il est aussi absolument nécessaire pour les adultes. Et donc, oui, le toucher est encore important pour les adultes. D'être attentif à nos besoins mutuels, d'être attentif à nos réseaux de communauté, de jouer et encore jouer. Ça peut être une magnifique façon aussi de guérir justement l'absence de ce nid évolué-là dont on a peut-être souffert étant nous-mêmes enfants. J'espère de tout cœur que vous ne prendrez pas cet ouvrage-là comme un lourd fardeau, mais plutôt comme un guide qui pourrait vous aider à éviter de la souffrance inutile aux gens que vous aimez le plus au monde, qui vous aide à identifier ce qui a manqué dans votre arrivée sur Terre et qui peut expliquer certains enjeux que vous avez dans le présent. Je vais m'arrêter ici. Ça a été déjà beaucoup plus long que ce que je pensais. Les Émergents, c'est votre émission, produite et présentée par moi-même, Elisabeth Dufresne. Et notre musique originale est signée par mon frérot Étienne Dufresne, qui vient d'ailleurs de lancer une nouvelle chanson. Donc, je vous invite à aller écouter ça. Et l'illustration de couverture est l'œuvre de Florence Rivet, la talentueuse. Je tiens à te remercier du fond du cœur pour être resté jusqu'au bout de cet épisode-là. Si tu as apprécié, il y a différentes façons de le faire. Par exemple, j'ai ajouté tout récemment un petit bouton PayPal dans mes liens Linktree et j'ai déjà eu de super dons. Donc, merci à mes mécènes pour leurs offres absolument généreuses. C'est important pour moi de nommer que c'est vraiment pas une nécessité et en même temps, ça fait toute la différence, surtout dans des temps difficiles comme en ce moment parce que nous, les éducatrices, on est en grève. Donc, ça fait plusieurs journées de travail manquantes. Déjà qu'on n'a pas un grand salaire, ça l'aide énormément. Et sinon,
vous pouvez toujours montrer votre soutien en m'envoyant une poignée d'étoiles via Apple Podcast ou Spotify. C'est vraiment une façon d'aider l'algorithme à reconnaître la qualité du contenu. Et sinon, vous pouvez également partager l'épisode en stories en prenant une screenshot de l'épisode et en me taguant, donc Elisabeth.Dufresne sur Instagram. Et marquez vos calendriers parce que dans 2 semaines, on va se retrouver pour un nouveau tête-à-tête. Et ensuite, il y aura probablement une petite pause durant le temps des fêtes. Donc, merci encore pour ton soutien et on se revoit très, très bientôt.